Woodstock est un nom que beaucoup de gens reconnaissent, mais souvent pour de mauvaises raisons. En effet, plusieurs endroits portent ce nom, et l'un d'eux est une petite ville de l'Ontario, au Canada, située à environ 145 km à l'ouest de Toronto. Bien qu'elle n'ait jamais accueilli de grands festivals de rock, le célèbre festival de Woodstock s'étant en réalité tenu à Bethel, cette ville possède plusieurs festivals plus modestes, dont le festival Flealoosa Wood Woodstock et le festival Co-op Championships. Elizabeth Wetlofer souffrait d'un trouble de la personnalité qui l'empêchait de contrôler sa colère. Toute la rage qu'elle accumulait devait être dirigée contre quelqu'un, et ses victimes étaient précisément les personnes dont elle était censée prendre soin. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chroniques de Charge. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous. Passons à l'affaire. Elizabeth Parker est née le 19 octobre à Woodstock, en Ontario, au Canada. Elle appelait cette ville Zora, et ses parents, Doug et Hazel Parker, étaient connus pour leur sévérité et leur contrôle strict. Les voisins affirmaient qu'ils étaient des chrétiens fondamentalistes qui exigeaient une obéissance totale de Beth, mais elle ne suivait pas toujours leurs règles. Dès le lycée, Beth a déclenché une alarme incendie et accusé un garçon qu'elle n'aimait pas. À 15 ans, elle a été expulsée d'un camp d'été pour comportement inapproprié. Par la suite, elle s'est inscrite au lycée, puis a commencé des études de journalisme dans un collège, mais elle a abandonné après un an par manque d'intérêt. Elle a ensuite intégré le London Baptist Bible College, situé dans la ville voisine de London, où elle a obtenu un diplôme en conseil psychologique. Pendant qu'elle fréquentait cette université, son père s'est également inscrit à certains cours afin de la surveiller. Beth a alors été soumise à ce que l'on appelle une thérapie de conversion, car ses parents, selon leurs connaissances, voulaient guérir son orientation sexuelle. Une fois son diplôme obtenu, Beth s'est interrogée sur sa véritable vocation. Plutôt que de poursuivre une carrière de conseillère, elle a décidé d'intégrer un programme d'infirmière au Conestoga College, situé à Stratford, une ville voisine. Après avoir terminé ses études, elle a été embauchée dans un hôpital à Geraldton, une petite ville du nord de l'Ontario, à 14 heures de route de Woodstock. Cependant, Beth a rapidement démissionné, car elle ne supportait pas l'isolement de cet endroit. En 1995, Beth prenait du lorazépam pendant qu'elle travaillait. Elle a été retrouvée désorientée et dans un état second à l'intérieur de l'hôpital où elle était employée. Elle a alors été hospitalisée mais s'est rétablie. À la suite de cet incident, les autorités médicales ont imposé des restrictions sur sa licence d'infirmière. Elle pouvait continuer à exercer, mais sous certaines conditions. Elle devait être suivie par un spécialiste des addictions, assister régulièrement à des réunions de soutien, subir des tests de dépistage de drogue et s'abstenir de tout opiacé et alcool. Ces restrictions ont été levées l'année suivante. Durant cette période, Beth a rencontré à l'église un homme nommé Donnie Wetlofer, avec qui elle s'est mariée en 1997. Cependant, bien qu'elle ait un mari, elle a commencé à douter de son orientation sexuelle et à rechercher une aide professionnelle pour ses problèmes de santé mentale. Les médecins lui ont diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline et lui ont prescrit un traitement médicamenteux. Avec le temps, Beth a commencé à explorer son désir d'avoir des relations avec des femmes, utilisant Internet pour rencontrer de nouvelles partenaires. Finalement, l'une de ces relations est devenue sérieuse, et Donnie l'a découvert en 1997. Le couple a divorcé et Beth a déménagé dans son propre appartement. Mais elle s'est vite retrouvée seule, luttant contre ses troubles mentaux et développant des pensées obsessionnelles. Après son arrestation, une évaluation psychiatrique a révélé qu'elle souffrait d'une instabilité émotionnelle, d'une impulsivité excessive, d'une peur de l'abandon et de problèmes de colère. Avec le temps, elle est devenue de plus en plus dépendante des médicaments pour apaiser ses souffrances intérieures. Après son divorce,
Beth a trouvé un emploi dans un établissement de soins de longue durée appelé Kérosène. Son expérience auprès des patients diabétiques lui a permis de manipuler l'insuline et de l'injecter aux patients lorsque cela était nécessaire. Mais Beth est rapidement devenue obsédée par une question. Quelle quantité d'insuline serait nécessaire pour tuer un patient, en particulier une personne qui n'était pas diabétique? La première victime de son expérimentation a été Clotilda Adriano, une patiente de 87 ans, atteinte de démence. Beth lui a injecté entre 20 et 30 unités d'insuline, puis est sortie de la chambre et a attendu de voir si elle mourrait. L'insuline est une hormone produite par le pancréas, dont la fonction est de permettre aux cellules du corps d'absorber correctement le sucre. Les diabétiques l'utilisent pour réguler leur taux de sucre dans le sang, mais une dose excessive peut provoquer une hypoglycémie, un état pouvant entraîner des convulsions, un coma, voire la mort. Quand Beth a avoué à la police en 2016, elle a raconté sa première tentative de surdose d'un patient avec de l'insuline. « Était-ce votre première tentative de meurtre avec de l'insuline ?» lui ont demandé les enquêteurs. « Oui », a-t-elle répondu. Elle a expliqué qu'à l'époque, elle n'était pas sûre de vouloir que Clotilda meure, mais qu'elle avait simplement le sentiment que Dieu voulait la reprendre auprès de lui. Heureusement, Clotilda n'est pas morte de cette injection. Mais Beth a continué à lui administrer de l'insuline à plusieurs reprises, avec des doses variables. Quand Clotilda n'a pas succombé, Beth a trouvé une nouvelle cible, sa belle-fille, Albina de Medeiros. Mais elle n'a pas réussi à la tuer non plus. 3 mois plus tard, Beth est arrivée pour un double service et a été accueillie par James Silcox, un homme de 84 ans, visiblement agité. James s'était enrôlé dans l'armée canadienne en 1940 et avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été envoyé en France puis avait participé à la libération des Pays-Bas. Après avoir quitté l'armée, il avait travaillé pour la compagnie Standard Tube jusqu'à sa retraite. À la fin de sa vie, James a subi un grave accident vasculaire cérébral qui l'a privé de sa mobilité. Le 11 août 2007, il est devenu un nouveau résident de l'établissement de soins de longue durée. Il était désorienté par son nouvel environnement, ce qui était tout à fait normal compte tenu de son état. Cependant, Beth l'a rapidement pris en aversion. Lors de sa confession aux enquêteurs, elle a expliqué qu'elle ressentait souvent une vague rouge de colère lorsqu'elle était en sa présence. James n'était pas diabétique, mais cela n'a pas empêché Beth de prendre une seringue d'insuline, d'en régler la dose à 50 unités, bien plus que ce qu'elle avait utilisé auparavant, et de lui administrer l'injection. « Je lui ai donné 50 mg d'insuline. Il n'était pas diabétique », a-t-elle avoué plus tard. Cette nuit-là, James est devenu de plus en plus faible. Beth a ensuite décrit comment elle l'entendait appeler à l'aide dans sa chambre d'hôpital, jusqu'à ce qu'il se taise. À 3h30 du matin, le personnel médical a découvert qu'il était décédé. Beth a continué son travail comme si de rien n'était. Elle a écouté le cœur de James, effectué des tests et informé sa famille. La cause officielle du décès a été attribuée à une embolie liée à une opération de la hanche qu'il avait récemment subie. Personne ne soupçonnait qu'il avait en réalité été assassiné. 3 jours avant Noël, Beth a décidé de prendre une autre vie, Maurice Meau. Granat avait 84 ans et souffrait d'un cancer. Il a passé ses derniers jours à l'hôpital, sous soins constants. Mais Beth le considérait comme un patient exigeant et le 22 décembre, elle était convaincue qu'il était temps pour lui de partir. Elle est entrée dans sa chambre et lui a dit que son médecin lui prescrivait une injection de vitamines. Maurice lui a fait confiance et l'a laissé faire. Le lendemain, il est décédé, alors que Beth n'était pas en service. Des années plus tard, elle a décrit ses pensées après avoir injecté une dose mortelle. Tu passes ta journée à travailler, tu leur fais l'injection, tu rentres chez toi et tu attends. Tu te demandes s'il est mort. Tu te demandes si c'est le jour où ils vont t'attraper,
a-t-elle avoué. Mais personne ne soupçonnait rien. Tous les patients qu'elle avait tués étaient âgés, en mauvaise santé et placés en soins palliatifs. Leur décès n'était pas une surprise, donc personne n'a imaginé qu'il pouvait être dû à des injections mortelles d'insuline. Beth a continué à chercher de nouvelles victimes. En 2008, Beth a rencontré sur un site de rencontre une femme nommée Sheila Andrews. Sheila travaillait dans la cafétéria d'une prison et vivait à Prince Albert, dans la province de la Saskatchewan. Les deux femmes ont rapidement développé une relation, et durant l'été de cette année-là, Beth a voyagé vers l'ouest pour passer une semaine avec Sheila. Mais Sheila a vite compris que Beth avait un caractère possessif et manipulateur. Elle voulait immédiatement une relation sérieuse et ne supportait pas que les choses ne se déroulent pas comme elle l'avait imaginé. Chaque fois qu'elle sentait que Sheila n'était pas assez impliquée, Beth devenait furieuse et se comportait de manière enfantine. Son besoin de contrôle devenait de plus en plus évident. Lorsque le voyage s'est terminé, Sheila a dit à Beth qu'elle ne voyait pas d'avenir pour leur relation. Beth s'est retrouvée de nouveau seule et ses pensées obsessionnelles ont refait surface. L'une de ses pensées concernait Michael Priddle, un homme de 63 ans. Il souffrait de la maladie de Huntington et sa famille avait pris soin de lui aussi longtemps que possible, mais il avait finalement dû être placé en établissement de soins. Beth a pris une décision. Elle lui a injecté une forte dose d'insuline. Le lendemain, elle est retournée au travail, s'attendant à ce que Michael soit mort, mais il a survécu et a vécu jusqu'à la fin de l'année 2008, lorsqu'il est finalement décédé. Sa mort a été classée comme naturelle. À peu près au même moment, Beth a administré une injection d'insuline à Wayne Hedges, un homme de 57 ans. Mais Wayne était diabétique, donc l'insuline ne l'a pas tué. Il est décédé en janvier 2009 et sa mort a également été considérée comme naturelle. En 2009, Beth a rencontré une jeune infirmière de 18 ans qui venait de commencer à travailler dans l'établissement Garnison Care. Elles sont rapidement devenues amies et ont commencé à passer du temps ensemble en dehors du travail. Un jour, Beth a avoué à sa jeune collègue qu'elle laissait des patients partir en utilisant de l'insuline. Lorsque la jeune infirmière a menacé de signaler cela à la police, Beth l'a rassurée en lui disant qu'il n'y avait aucune preuve et que personne ne la croirait. Puis elle a tenté de l'apaiser en lui disant qu'elle avait arrêté, qu'elle avait trouvé Dieu et qu'il lui avait pardonné. La jeune femme a accepté cette explication et n'a jamais signalé l'aveu de Beth. Mais la réalité était bien différente. Beth croyait toujours que Dieu lui disait qui elle devait tuer. Avec le temps, Beth a commencé à se demander si Dieu lui envoyait réellement des messages ou si c'était peut-être le diable qui la trompait. En 2011, il semblait qu'elle avait cessé de tuer pendant un certain temps. Peut-être était-ce parce qu'elle était en couple et que son bonheur temporaire la maintenait sous contrôle. En août de cette année-là, Beth et sa compagne sont partis en voyage aux chutes du Niagara et ont planifié une future croisière. Mais leur relation s'est terminée avant qu'elle ne puisse réaliser ce projet. Cette rupture a peut-être été le déclencheur de ces nouveaux meurtres. Le 13 octobre 2011, Beth a décidé que Gladys Millard, une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer, avait assez vécu. Gladys était diabétique, alors Beth lui a injecté une dose massive d'insuline. Après avoir terminé son quart de nuit, Beth a quitté l'hôpital, laissant Gladys seule face aux conséquences. L'équipe d'infirmières suivante l'a retrouvée en sueur et désorientée, mais le médecin n'a rien pu faire. Personne n'a soupçonné que Beth lui avait administré une dose mortelle d'insuline. Gladys est décédée le lendemain. Quelques semaines plus tard, Beth a trouvé une nouvelle victime, Helen Matheson, âgée de 95 ans. Helen n'était pas diabétique, c'était une femme enjouée qui aimait les petits plaisirs de la vie, en particulier la tarte aux myrtilles et la crème glacée. Pendant sa pause, Beth est allée acheter son dessert préféré. Après le lui avoir donné, elle lui a administré une dose mortelle d'insuline. Helen n'a pas posé de questions, elle faisait confiance au personnel soignant.
Quelques heures plus tard, son cœur s'est emballé. Peu après, elle a eu des convulsions et est tombée dans le coma. Elle est morte le 27 octobre. Beth a tourné son attention vers Mary Zarowinski, âgée de 96 ans seulement une semaine plus tard. Mary était en bonne santé et toujours de bonne humeur. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle était prête à mourir. Au début du mois de novembre, Beth lui a injecté de l'insuline ainsi qu'un autre médicament dont elle prétendait qu'il renforcerait son efficacité. Elle a ensuite ajouté une note dans le dossier médical de Mary, indiquant que la patiente avait besoin de soins palliatifs. Quelques jours plus tard, le personnel médical a remarqué que Mary pâlissait. Sa respiration était superficielle, atteignant 30 inspirations par minute. Ils l'ont allongée dans son lit et ont appelé un prêtre pour prier à ses côtés. Mary est morte le 7 novembre. Le lendemain, Beth est partie pour Fort Lauderdale en Floride. Là-bas, elle l'attendait une croisière avec son ex-compagne. Beth et son ex avaient prévu à l'avance de visiter Saint-Thomas aux îles Vierges américaines, ainsi qu'Aruba pendant leur voyage. Les personnes qui l'ont vue pendant la croisière se sont souvenues d'elle comme étant particulièrement joyeuse. À son retour, il semblait qu'elle était entrée dans une nouvelle période d'abstinence concernant les meurtres de patients à l'insuline. Mais plus tard, dans ses aveux, elle a admis qu'elle sentait à nouveau monter en elle cette vague rouge. Selon elle, elle croyait que Dieu l'utilisait pour aider les gens à mourir. Mais il était plus probable qu'elle trouvait un plaisir personnel à tuer des personnes âgées et vulnérables. Pendant cette période, Beth luttait non seulement contre sa dépendance aux médicaments, mais aussi contre son addiction aux drogues. Elle consommait de l'hydromorphone dès qu'elle parvenait à voler des médicaments à son travail. De nombreux résidents n'étaient pas en état de savoir quel traitement ils devaient recevoir, ce qui lui facilitait la manipulation de leurs prescriptions. Elle a également avoué qu'elle ouvrait parfois les capsules de médicaments, buvait leur contenu, puis remettait aux patients des capsules vides. Une fois, ses collègues l'ont retrouvée inconsciente dans le sous-sol de l'établissement alors qu'elle était censée être en service. Sa dépendance l'a suivie de 2008 à 2014 lorsqu'elle a finalement décidé d'entrer en cure de désintoxication. Mais en janvier 2016, elle est retombée dans ses anciennes habitudes. Beth a avoué avoir tué 8 personnes. Helen Young est née en Écosse et a servi dans les forces royales britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant la guerre, elle a rencontré un Canadien, Peter Young, avec qui elle s'est mariée 1 an plus tard avant de s'installer au Canada pour partager sa vie avec lui. À partir de 1971, Helen et Peter ont vécu à Woodstock jusqu'à la mort de ce dernier, en 1988. Après une longue vie en bonne santé, l'état d'Helen s'est progressivement dégradé. Beth a estimé qu'elle ne pouvait plus profiter de la vie et a décidé qu'il était temps qu'elle parte. Helen était diabétique, alors Beth lui a administré une forte dose d'insuline. Mais la patiente n'a montré aucun effet indésirable. Elle lui a donc injecté une 2e dose. Helen a alors eu une crise et Beth, comme si de rien n'était, a enregistré ses signes vitaux et noté que son taux de sucre dans le sang était normal. En plus de continuer à consommer des drogues, Beth buvait à cette époque de grandes quantités d'alcool. Elle buvait chaque jour des doses triples de whisky et de liqueur Baileys. Le 13 octobre 2013, Beth a rencontré son pasteur et son épouse. Au cours de cette discussion, elle leur a avoué ce qu'elle faisait. Le couple a prié avec elle, mais n'a jamais informé les autorités. S'il l'avait fait, peut-être aurait-il pu sauver 2 vies de plus. Maureen Pickering, âgée de 79 ans, était veuve depuis 2008 et n'avait pas d'enfant. Lorsque les premiers signes de la maladie d'Alzheimer sont apparus, ses amis ont décidé de la placer en institution. Comme beaucoup de patients atteints de cette maladie, Maureen pouvait parfois être difficile à gérer pour le personnel. Beth a utilisé cela comme excuse. Un soir, elle lui a injecté 2 fortes doses d'insuline, lui disant qu'il s'agissait de vitamines. Pendant qu'elle lui administrait l'injection, elle riait.
Plus tard, elle a admis que ce sentiment de pouvoir l'avait remplie d'euphorie. Quelques jours plus tard, Maureen a subi un accident vasculaire cérébral et a été transférée à l'hôpital, où elle est morte le 28 mars. Bien que l'établissement ait commencé à suspecter que Beth commettait trop d'erreurs dans les traitements des patients, elle n'a été que temporairement suspendue à plusieurs reprises. Ces erreurs ont été signalées au Collège des infirmières de l'Ontario, mais aucune enquête officielle ne semble avoir été menée à ce moment-là. Cependant, après une nouvelle erreur dans l'administration des traitements à la fin du mois de mars, le personnel a finalement décidé qu'il valait mieux la licencier. Quelques semaines plus tard seulement, Beth a trouvé un nouvel emploi dans une maison de retraite appelée Meadow Park à London. Ses nouveaux employeurs savaient qu'elle avait été licenciée pour des erreurs médicales avec les patients, mais ils pensaient qu'elle méritait une seconde chance. Beth a de nouveau été embauchée. L'un des patients de son nouvel établissement était Arpad Horvat, âgé de 75 ans. C'était un immigrant hongrois qui avait passé sa vie à travailler comme ingénieur en fabrication d'outils et de moules à London. En plus d'être technicien, Arpad était aussi un artiste, connu pour sa créativité et son amour de la peinture. Mais Beth ne se souciait pas de son passé. Elle ne voyait qu'une nouvelle victime. Beth croyait que l'art était une œuvre du mal et elle pensait qu'Arpad Horvat ne méritait pas de vivre. À la fin du mois d'août, elle lui a administré des médicaments, puis a volé de l'insuline dans le réfrigérateur de l'hôpital. Il n'a pas remarqué la première injection, alors elle lui a rapidement administré une seconde dose encore plus forte, directement dans le bras. Il n'a montré aucune réaction immédiate, mais son état s'est rapidement détérioré. Le 31 août 2014, Arpad Horvat est mort à l'hôpital. Peu après, Beth a démissionné de la maison de retraite Meadow Park et s'est inscrite dans un centre de désintoxication pour les opioïdes à Port Colborne, au sud des chutes du Niagara. Pendant son traitement, elle a laissé entendre à son parrain qu'elle avait commis des meurtres, mais il ne l'a pas prise au sérieux. Il l'a considérée comme une mythomane et n'a jamais contacté la police. En 2014, Beth a consulté un avocat et lui a avoué ce qu'elle avait fait. L'avocat lui a conseillé de garder le silence et de chercher de l'aide pour ses troubles mentaux. Elle est rapidement retournée travailler et a été employée dans plusieurs établissements de soins. L'un d'eux était une maison de retraite située à Paris, non pas en Europe, mais à proximité de Woodstock en Ontario. Là, elle a tenté de tuer Sandra Towler, âgée de 77 ans, mais sans succès. Une autre infirmière a remarqué que Sandra semblait mal en point et a vérifié son taux de sucre dans le sang. En voyant qu'il était dangereusement bas, elle est intervenue à temps. En 2016, Beth travaillait dans une autre maison de retraite, cette fois à Ingersoll. Elle y a injecté une forte dose d'insuline dans la perfusion intraveineuse de Beverly Besham, un patient âgé de 68 ans. Il a perdu connaissance, mais a fini par se réveiller et a survécu. À cette époque, l'entreprise pour laquelle Beth travaillait envisageait de la transférer dans un hôpital pour enfants, mais Beth avait trop peur de travailler avec des enfants. Pendant un moment, elle ne savait pas quoi faire de son avenir. Le 16 septembre 2016, Beth s'est inscrite au Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto. Pendant son séjour au centre, elle a avoué à un psychiatre qu'elle avait administré des overdoses à plusieurs patients, en tuant certains et en blessant gravement d'autres. Cette fois, au lieu d'ignorer ses propos, le médecin a tout consigné par écrit. Il lui a suggéré de rédiger une confession. Beth a accepté. Elle a rédigé un document de 4 pages dans lequel elle détaillait toutes les personnes qu'elle avait tuées ou tenté de tuer. Le médecin a ensuite transmis ces informations à la police. Les enquêteurs avaient désormais sa confession, mais ils ne l'ont pas arrêtée immédiatement. Il arrive que certaines personnes avouent à des crimes qu'elles n'ont pas commis, alors les détectives devaient comparer les déclarations de Beth avec les dossiers médicaux des patients dans les différents établissements où elle avait travaillé.
La police de Woodstock, London et Paris a collaboré pour vérifier ces dires. Après une enquête approfondie, ils ont pu établir un rapport précis sur les meurtres commis par Bess. Le 25 octobre 2016, Elizabeth Wettlaufer a été arrêtée. Elle a été accusée de 8 meurtres au premier degré, de 4 tentatives de meurtre et de 2 agressions graves. Le 1er juin 2017, devant le tribunal, elle a plaidé coupable à toutes les charges retenues contre elle. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Cela signifie que Beth pourrait demander sa libération conditionnelle en 2041 à l'âge de 74 ans. Mais compte tenu de la gravité de ses crimes, il est possible qu'elle ne soit jamais libérée. Elle a tué des personnes vulnérables dont elle était censée prendre soin. Seul un véritable monstre pourrait faire une chose pareille.